Depuis plusieurs décennies, la Corée du Nord intrigue et inquiète la communauté internationale par ses ambitions nucléaires et son isolement stratégique. Toutefois, un autre domaine, bien plus discret et souvent sous-estimé, a vu Pyongyang se transformer en un acteur de premier plan, le cyberespace. À travers des opérations de piratage audacieuses et sophistiquées, le régime nord-coréen a su exploiter les failles numériques pour contourner les sanctions économiques, financer son programme militaire et affirmer sa présence sur la scène mondiale. Mais comment le pays a-t-il fait? Et quels sont les dangers? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! Depuis la fin des années 1990, la Corée du Nord, souvent perçue comme l'un des pays les plus isolés au monde, a progressivement bâti une force de cyberopération redoutable, bien que largement méconnue du grand public. Consciente de ses limites militaires et économiques, Pyongyang a très tôt compris que le cyberespace représentait une opportunité unique d'exercer une influence mondiale avec des ressources limitées. C'est dans ce contexte que naît l'unité 121, considérée comme le berceau des cyberattaques nord-coréennes. Cette unité militaire, composée des meilleurs talents recrutés dès leur plus jeune âge et formés non seulement en Corée du Nord, mais aussi parfois à l'étranger, notamment en Chine et en Russie. L'unité 121, qui dépend du Bureau général de reconnaissance, compte environ 6000 membres. À partir des années 2010, l'activité des hackers nord-coréens devient plus visible et spectaculaire. En 2014, l'attaque contre Sony Pictures marque un tournant majeur. En fait, après la production du film The Interview, qui se moquait du dirigeant Kim Jong-un, Sony est visée par une vaste cyberattaque. Destruction de données, fuite massive d'emails internes et menaces contre les cinémas américains. Cet incident révèle au grand jour l'étendue des capacités nord-coréennes. Peu après, les cyberunités de Pyongyang, souvent connues sous le nom de Lazarus Group, APT-38 ou encore Kimsuki, multiplient les opérations. Contrairement à d'autres puissances cybernétiques qui privilégient l'espionnage ou la perturbation politique, la Corée du Nord mise aussi massivement sur le cybervol pour contourner les sanctions internationales. Vol de crypto-monnaies, braquage de banques via le réseau SWIFT et fraude en ligne deviennent des armes économiques pour financer le régime. L'un des exemples les plus impressionnants est la tentative de vol de près d'1 milliard de dollars à la Banque centrale du Bangladesh en 2016, où seulement une erreur d'orthographe a empêché la réussite totale de l'opération. Les hackers nord-coréens évoluent souvent en dehors de leur propre pays, travaillant depuis la Chine, l'Inde ou la Russie, afin de brouiller les pistes. Ils utilisent des méthodes sophistiquées, mais parfois aussi des techniques plus rudimentaires adaptées aux infrastructures vieillissantes de certaines cibles. L'adaptabilité et l'audace sont leurs marques de fabrique. Aujourd'hui, leurs activités ne se limitent plus à des cibles politiques ou financières. Des attaques visent également des entreprises de santé, des chercheurs en vaccins, des ONG et même des startups dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parmi les attaques les plus spectaculaires, on peut parler de la série d'attaques par déni de service qui a visé des sites gouvernementaux américains et sud-coréens en 2009. C'est le premier coup d'éclat qui révèle au monde que Pyongyang est désormais un acteur du cyberespace. En 2013, l'opération Dark Seoul frappe la Corée du Sud. Des banques et des chaînes de télévision sont alors paralysées, provoquant des perturbations économiques massives. Mais c'est en 2014 que la Corée du Nord attire l'attention internationale avec l'attaque contre Sony Pictures dont on parlait juste avant et qui força Sony à annuler la sortie du film dans plusieurs cinémas. En 2016, le régime passe à une autre échelle avec la tentative spectaculaire de cyberattaque de la Banque centrale du Bangladesh. Près d'1 milliard de dollars sont visés via le réseau SWIFT et 81 millions parviennent à être subtilisés. En 2017, Pyongyang frappe à nouveau, cette fois en déployant le ransomware WannaCry. Cette attaque mondiale affecte plus de 150 pays, paralysant notamment des hôpitaux britanniques. Derrière cette opération de grande ampleur se cache le tristement célèbre Lazarus Group,
affiliée au gouvernement nord-coréen et dont on te parlera un peu plus tard. Dès 2018, les hackers se tournent massivement vers les plateformes de crypto-monnaies, dérobant des centaines de millions de dollars pour contourner les sanctions économiques. La crise sanitaire de 2020 voit également les cyberunités nord-coréennes cibler des entreprises pharmaceutiques et des laboratoires engagés dans la recherche de vaccins contre le Covid-19. Enfin, entre 2022 et 2023, Pyongyang établit un triste record en volant plus d'1 milliard de dollars en crypto-monnaies, renforçant ainsi le financement de ses programmes militaires et nucléaires, malgré l'isolement économique du pays. Mais alors, qui est le groupe Lazarus ? Attribué directement au régime nord-coréen, ce collectif d'hackers est soupçonné d'être actif depuis le début des années 2000, mais il commence réellement à faire parler de lui après 2010. Officiellement, la Corée du Nord nie son existence, mais pour les experts en cybersécurité, il ne fait aucun doute que Lazarus opère sous la supervision du Bureau général de reconnaissance, le service de renseignement militaire nord-coréen. Ses premières grandes actions, comme les attaques d'Arc Séoul de 2013, montrent déjà une volonté de déstabiliser les infrastructures critiques de ses ennemis, en particulier la Corée du Sud. Mais c'est en 2014, avec le piratage spectaculaire de Sony Pictures, que Lazarus se fait connaître du grand public. Contrairement à d'autres groupes de hackers étatiques qui se concentrent essentiellement sur l'espionnage, Lazarus est multicasquette, sabotage, vol financier, chantage numérique, espionnage industriel, tout y passe. L'opération WannaCry de 2017, qui paralyse des hôpitaux, des banques et des entreprises dans plus de 150 pays, est également attribuée à Lazarus. Cet épisode marque l'entrée du groupe dans les opérations de cybercriminalité massive à but lucratif. À partir de 2018, Lazarus se diversifie encore. Il attaque des plateformes d'échange de crypto-monnaies en Asie et réussit à voler des centaines de millions de dollars. Cette spécialisation dans le vol de crypto-actifs est devenue l'une de ses marques de fabrique. Parallèlement, des sous-branches de Lazarus comme APT38, qui est orientée vers les cyberbraquages, et Kimsuki, qui, elle, se focalise sur l'espionnage politique, montrent que l'organisation s'est professionnalisée et structurée en unités spécialisées. Lazarus opère souvent depuis des pays tiers, notamment la Chine, l'Inde ou la Russie, pour masquer son origine. Les membres du groupe utilisent de fausses identités, des serveurs compromis et des logiciels malveillants très complexes pour effacer leurs traces. Plus récemment, au début de l'année 2025, on apprend que le FBI a attribué à la Corée du Nord un vol massif de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie, ce qui en fait l'un des plus grands braquages numériques jamais enregistrés. Ainsi, selon les autorités, environ 400 000 Ethereum ont été dérobés sur la plateforme d'échange Bybit avant d'être rapidement convertis en Bitcoin et dispersés sur plusieurs blockchains. Ces fonds seraient ensuite blanchis et transformés en monnaie fiduciaire. Comme on l'a vu, ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord est accusée de cybercriminalité. Depuis 2017, le pays aurait volé plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaie, probablement pour financer son programme nucléaire. On apprend également que les pirates nord-coréens du groupe Lazarus ont mis en place une stratégie ingénieuse et inquiétante pour cibler les développeurs de crypto-monnaies. Ils ont créé de fausses entreprises comme BlockNovas LLC et SoftGlide LLC, enregistrées aux États-Unis, pour donner une apparence légitime à leurs activités. Ces entreprises fictives publiaient des offres d'emploi attractives sur des plateformes comme GTube et Freelancer. Lors des processus de recrutement, les candidats étaient invités à résoudre des problèmes techniques via des liens malveillants. Ces liens installaient des logiciels espions comme le malware Beavertail, qui volait des informations sensibles, notamment les clés privées des portefeuilles crypto. Le FBI a réussi à fermer certains sites liés à ces entreprises frauduleuses, mais d'autres restent actifs. Cette campagne souligne donc bien la dépendance croissante de la Corée du Nord aux cyberopérations pour financer ses ambitions nucléaires.
Ainsi, en l'espace de quelques décennies, la Corée du Nord est passée d'un pays technologiquement en retard à une véritable puissance du cyberespace. Grâce à des groupes comme Lazarus, Pyongyang a démontré qu'il est possible de compenser ses faiblesses économiques et militaires par des cyberopérations ingénieuses et redoutablement efficaces. Aujourd'hui, les cyberattaques nord-coréennes ne sont plus seulement un moyen de déstabiliser ses adversaires, elles constituent une source de financement vitale pour un régime sous pression. Face à cette nouvelle donne, la communauté internationale est confrontée à un défi complexe. Contenir une menace invisible, mouvante et sans frontières, qui redéfinit les rapports de force contemporains.